Justement, on a parlé. Moi, je suis assez confortable à faire de l'ICD chez sujet âgé et puis où on peut rattraper avec le RD. Par contre, si on parle maintenant des sujets plus jeunes qui seraient potentiellement éligibles à l'autogreffe, est-ce que vous êtes. Nous, au Québec, on fait presque tous le cybordy. On n'a pas accès au VRD. Est-ce que vous étiez. J'ai deux questions. Est-ce que vous étiez confortables tous à faire de l'ICD à la place du cybordy en pré-greffe, alors que là, on est quand même une population plus où on veut avoir des bonnes réponses et on n'a pas tellement de preuves. Puis aussi, j'aimerais entendre Richard sur son accès à l'IRD, comment il a fait pour avoir IRD, qui est assez, en tout cas, enthousiasmant comme traitement en première ligne. Donc l'ICD, est-ce que vous trouvez que c'est comparable au cybordy sur un sujet qu'on veut greffer? On ne peut pas le savoir, je ne le sais pas. C'est quelque chose qu'on verra encore, comme j'avais dit tantôt, en étude rétrospective de cohorte. Mais pour le moment, il y a pas de données, c'est clair. Mhm. Est-ce que je suis confortable? Entre l'option de maltraiter ou traiter, on traitait avec le DEX avant, je ne dis pas que c'est la Mhm. meilleure chose à faire, mais entre les ramener à toutes les semaines, qui n'était pas Mhm. possible, ou choisir une combinaison qui est entièrement oral, celle-ci semblait assez un Puis bon la RAMQ, elle répondait, parce qu'on zéro. regarde l'ICD, Zéro. moi, à chaque fois, elle m'a répondu, Ouais. écoutez, vous avez une alternative, faites du Revlimid Decadron en attendant faites votre collecte après le Revlimid Decadron. C'est ça. Les réponses sont pas assez élevées à regarder dans cette population, on le sait déjà. Ça, on le sait. Donc ça m'intéressait beaucoup. Mhm. Et l'autre chose, particulièrement pour les gens qui sont à moins bon risque, tout à l'heure, Michael, tu mentionnais que pour tes mauvais risques, ben, euh, tu, 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 euh, tu peux donner IRD. Le problème, c'est que, du moins chez moi, mauvais risque, je le sais des semaines plus tard. La décision thérapeutique est prise. Ce qui Ouais. fait en sorte que c'est la raison pour laquelle ben, je me suis entendu avec la pharmacie de l'hôpital pour mentionner que dans un contexte de COVID, on nous demandait initialement du délestage de niveau 1, 30 de délestage. Ben, j'avais profité de ça pour aller voir la pharmacie pour leur demander, regardez, il y a des traitements que vous auriez donnés que vous ne donnerez pas. Il y va y avoir des coûts que vous n'aurez pas. Est-ce qu'on peut s'entendre dans le contexte du COVID pour la population de myélome multiple? Ça ne correspond pas à un grand nombre de patients sur quelques mois. Je leur ai posé la question, est-ce qu'ils acceptaient de payer pour le Revlimid? Donc, je ne passe pas par la RAMQ, je fais des demandes à la RAMQ, mais les demandes sont refusées. Donc, l'ixazomib, on l'obtient par le programme par compassion. Le lénaludomide est payé par mon hôpital avec la dexaméthasone. Puis ça fait en sorte que, ne sachant pas si les patients sont à mauvais risque biologique ou du moins génétique ou pas, ben, de donner un traitement optimal pour tous ces patients-là avant la greffe. Surtout qu'on ne fait pas de consolidation. Ben, si on veut obtenir une réponse relativement optimale, j'étais nettement plus confortable avec le IRD qu'avec un ICD dans cette population-là. Je On suis a, d'accord avec toi, sauf que chez nous, en général, on a la cytogénétique d'ici 2 semaines, 1 à 2 semaines. Donc, pour certains, j'avais commencé du ICD. Dès que j'avais la cytogénétique, j'ai changé pour du IRD. Donc, j'en ai deux exactement. C'est pas énorme. Et ton hôpital a payé, Michael? Ton oui, hôpital a oui. payé? Oui, l'hôpital, pardon, trois. Deux, l'hôpital a payé. Un, son assurance privée a payé. Sans discussion. Mais on avait commencé de l'ICD pour commencer, puis on a rajouté le Revlimid dans ces deux cas. Mais on parle d'un mi-cycle, quoi. Donc, c'était pas très compliqué. Euh, Mhm. mais catégoriquement, l'hôpital a dit non pour Mhm. le reste des patients. Là. C'était pas une possibilité pour nous du tout. Merci. J'avais Ils sont sous la loupe, là. On peut rien faire. J'ai eu quand même beaucoup de cas qui étaient en attente de greffe, dont deux qui diagnostiqués au début de la COVID, et deux patientes qui en sont suivies avec Dr. Roy à Maisonneuve-Rosemont avec de très mauvais risques cytogénétiques, étaient candidats pour auto-allogreffe. Une patiente qui est dans les débuts de quarantaine était sous Cybody avec une neurotoxicité. Moi, l'idée, c'était de la switcher. Peut-être, je voulais la mettre sous IXA Revdex. Son assurance privée n'a pas accepté. Puis, on a mis sur Revdex seul. Puis le plan, c'était que si jamais la greffe allait être plus étendue, on était supposé la mettre sous Dara Revdex en attendant la greffe. Ouf. Oui, c'est C'est ça, une exactement. protection. C'est un petit peu.
Ben, en fait, c'était comme un bridging si jamais le programme d'auto-allo a été complètement fermé parce on voyait pas la fin de la greffe. Et finalement, elle a eu 2 cycles de Revdex et actuellement, heureusement, elle est en greffe, actuellement en autogreffe. L'autre patient a continué jusqu'à 8 cycles de Cyborg. Et même, il a continué jusqu'à là et il a été greffé peut-être la semaine passée. Les 2 autres ont été nouvellement diagnostiqués. J'ai discuté avec eux du pour et du contre. J'ai essayé de voir du XRFDEX, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pensé à l'ICD comme première intention à la place du Cyborg, vu qu'ils étaient quand même des patients jeunes. Donc, j'ai discuté avec eux et on a vu le pour et le contre. Il était quand même bien, pas de risque d'infection et regardé sur Cyborg. Mais l'autre point, c'est que l'IRD, on va parler, j'imagine, du délai de collection de cellules souches. Donc, c'est assez important dans tous nos centres. Et continuer le Revlimid 5, 6, 7 cycles avant une collection, là, c'est un problème. Le rendement de la collection pourrait en souffrir. Mm. On a fait la collection avant de continuer le traitement. Si possible. Et pour nous, un des gros délais, c'est vraiment la collection. Les dates de collection avant maintenant, c'est le mois de juillet, août. Les gens qui vont commencer en avril. Donc, Puisque vous faites tous vous êtes centres greffeurs et là on est rendu en greffe. Est-ce que la majorité des problèmes étaient des retards dans les autogreffes, des annulations d'autogreffes ou des non-accessibilités aux salles? C'était quoi vos problèmes dans chaque centre? Un peu de tout. On avait fermé les lits d'abord. On avait fermé quelques lits pour amener les infirmières ailleurs. Donc, on s'est dit, OK, les autogreffes non essentiels, les myélomes, on les met sur glace pour le moment. Les collections étaient problématiques à cause de l'infrastructure et du timing. Donc, on a un problème de collection et aussi de main-d'œuvre. Donc, ça aussi, c'était un problème. Aussi, je pense que la manipulation dans le laboratoire, c'est souvent un problème avec nous, le laboratoire, mais je pense pas qu'il y avait un délai à cause de cette fois-ci. C'est vraiment la salle de collection, puis les lits disponibles pour les greffes. Il y avait une autre problématique, nous, à Sherbrooke, parce qu'on n'avait pas de cas, mais on était inquiet pour tu sais, la profondeur de l'aplasie, puis d'avoir des cas en circulation. Nous, on a eu une éclosion dans notre service. Donc, on s'est dit, si on avait eu un patient greffé à ce moment-là, qui avait attrapé la COVID, ça aurait pu très mal se passer pour lui. Donc, on a voulu éviter, ne sachant pas si plusieurs cas allaient arriver dans le service, on a voulu éviter les collectes et les greffes à ce moment-là. Donc, Nous, on a continué à collecter, mais on a arrêté les greffes pendant 6 semaines. Là, les greffes ont été repris depuis 6 semaines. On a réussi à tout regreffer les patients qui étaient en attente. Là, le gros problème, c'est la même chose que Michael, en fait, c'est les collectes. On a plus d'une trentaine de patients en attente de collecte et le gros problème, c'est que la façon que notre salle de collecte est faite, c'est qu'on a trois ferraises possibles, mais notre salle est tellement petite qu'on ne peut pas garder la distanciation en ferraise, de telle sorte qu'on peut juste ferraiser un patient à la fois. Puis en ferraisant un patient à la fois, avec tous les cas de PTT, CHU, autres, on peut juste ferraiser un patient par semaine. Fait que le retard de collecte, je ne vois pas comment je vais être capable de le rattraper, en fait. Est-ce que vous avez commencé, Jean-Samuel, à faire des horaires de nuit ou des horaires de l'après-midi pour les collectes? Oui, ben c'est ça qu'il faudrait. Les radiologistes sont en train de penser pour rattraper ceux qui ont comme retard. Donc, Après, on a toujours le problème aussi de manque de personnel, mais ça serait probablement ou trouver un local pour pouvoir mettre nos machines. C'est ce qu'on a fait à Sherbrooke, on a délocalisé, nous, et on a trouvé une autre salle pour faire plus de distanciation. Oui, pour faire plus de distanciation. Oui, le Sacré-Cœur, c'est un vieil hôpital difficile à mobiliser, mais ça pourrait être une alternative. On est en train de construire un deuxième hôpital à côté de l'hôpital Sacré-Cœur. Puis cet hôpital-là, il va être construit en 2 mois, comme quasiment un record comme en Chine. On va avoir 108 lits supplémentaires. Ah, c'est pour les patients ou quoi? C'est pour... c'est pour les patients. En fait, c'est un hôpital précommandé. C'est des blocs préfaits qui sont en train de monter, en fait. Puis c'est 108 lits qui vont être disponibles en septembre. Puis l'hôpital va être fonctionnel pendant 15 ans. Puis c'est déjà commencé. Puis les murs sont déjà en train de monter. Ça a commencé le 1er juin. Et le 1er septembre, on va pouvoir rentrer le premier patient. Ça monte très, très vite. C'est vraiment du jamais vu au Québec. Okay. Si on revient sur les greffes, là, on en avait parlé dans nos réunions déjà, tous les centres ont arrêté les autogreffes.
On n'a pas tous les centres. Nous, on a continué à les faire, mais on faisait, à ce moment-là, on connaît bien le RISS, on connaît la génétique. Donc, les gens qui étaient à haut risque, on les greffait après 4 cycles. Puis les autres, étaient quand même mobilisés, collectés après le 4e cycle, les patients ont été mobilisés, collectés. Donc, pour les patients à haut risque, ce que j'entends, ce que je comprends pour la prochaine vague, s'il y en a une, c'est que les patients à haut risque, on maintient la priorité de ces patients-là et vous conseillez de les greffer malgré tout, quelle que soit la situation pratiquement. Est-ce que Michael et Richard, vous avez continué à faire vos doubles autos? Ça, c'est la question que je me pose. Moi, j'ai beaucoup de patients. J'en fais tellement, c'est tellement rare que je fais un double auto, là. C'est presque jamais. J'ai abandonné ça il y a assez longtemps. En faveur de la maintenance, essentiellement. Donc, je n'en ai pas fait depuis peut-être 2 ans. De notre côté, on en fait plus, mais durant la période COVID, non, on n'en a pas fait. Et puis Jean-Samuel? En fait, moi, j'en ai pas plus, mais j'ai facilement 4-5 patients qui sont sortis de leur premier auto, qui ont des critères pour une double auto. Mais moi non plus, j'en fais très peu rarement même des jeunes patients que je les trouve motivés pour une deuxième auto. C'est assez rare. J'en fais, je dirais peut-être 3 par année des doubles autos. Mais là, j'ai beaucoup de candidats actuellement qui seraient possiblement prêts à des doubles autos. Si j'ai de la place, je vais peut-être les orienter vers une double auto, mais évidemment, on priorise la première auto à la deuxième. L'étude MN2 vient d'être publiée il y a 2 semaines dans l'Lancet Hématologie et l'étude Stamina de consolidation, deuxième greffe versus VRD de consolidation versus absence de consolidation, puis tout le monde, on l'entretient, a été représentée avec un suivi médian de 6 ans. Pour voir un peu des résultats qui commencent à s'approcher à l'étude de MN2, c'est-à-dire que les gens qui sont à mauvais risque génétique, ces gens-là, quand on regarde, pas par intention de traitement, mais les gens qui ont réellement eu leur deuxième greffe, c'est des gens qui semblent réellement, du moins en termes de PFS, de bénéficier grandement de la deuxième greffe. Donc, il y a quand même des données qui supportent la deuxième greffe. Par contre, dans un contexte de COVID, nous, on a un patient, malheureusement, qu'on a perdu autour du jour 45, a été infecté par la COVID et n'a pas passé au travers. C'est sûr que ça refroidit les ardeurs d'être très, très fervent de l'autogreffe, surtout une deuxième autogreffe. Je ne peux pas dire que je la recommanderais dans un contexte de pandémie. Là, on est un peu entre deux. On est toujours en pandémie, mais on s'est refroidi énormément. Puis selon la discipline de notre population, on va voir si on va retomber en deuxième vague, puis comment grosse la deuxième vague va être ou pas. Mais la deuxième greffe, c'est quand même quelque chose d'actualité. En contexte de pandémie, on est moins chaud, effectivement. Justement, à partir du fait qu'on est en refroidissement, comme tu le dis là, de façon importante partout, on a presque, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins de cas. Est-ce que vous avez switché de nouveau pour revenir à vos traitements de base, par exemple? Ça, c'est si vous étiez passé sous ICD ou IRD, qu'ont dit vos hôpitaux pour dire, bon, maintenant, vous pouvez reprendre des traitements? Est-ce que vous êtes revenu au Velcade? Oui, on commence à revenir. J'ai quelques patients qui n'ont pas toléré l'ixazomib, qui ont toutes sortes de symptômes, vrais ou imaginés, et on les retourne au Velcade. Ouais. Moi aussi, j'ai recommencé. Moi, la petite particularité par rapport aux autres personnes, c'est que je donne encore du VTD. Donc, en donnant du VTD, IT, ça n'existe pas vraiment. Du moins, je ne pense pas que ça n'a jamais été étudié. Donc, pour mes patients VTD, j'ai continué à donner encore quelques VTD, donc encore du Velcade. Puis oui, j'ai commencé tranquillement à reprendre, surtout les DARA. J'avais aboli beaucoup de DARA. Moi, j'ai eu 2 patients qui ont vraiment J'ai un patient qui est décédé sous DARA, puis un patient qui a été hospitalisé 8 fois en 2 mois à cause d'un COVID. Fait que j'ai vraiment aboli beaucoup, beaucoup de DARA. Fait que là, je commence à les reprendre, en fait. Ouais. Et d'autres remarques là-dessus? En première ligne, on n'a pas, que ce soit moi ou mes collègues, nous, les arrêts qu'on avait arrêtés, qui n'ont pas progressé, moi, j'attends s'ils sont cybordiers et que j'avais interrompu le cycle, j'ai continué à arrêter. Je n'avais pas de Revdex en première ligne à qui j'ai arrêté. Comme Richard avait dit, c'est un traitement quand même qui était facile à donner en première ligne, comme son étude first, donc il n'y a pas vraiment eu de changement en première ligne.
Par contre, en deuxième ligne, réflexe, mais comme Jean-Samuel a fait, j'ai enlevé le DARA pour une très longue durée pendant la COVID à cause de pas mal de problèmes de pneumonie chez plusieurs patients dans le passé, de risques. Et j'ai beaucoup de populations âgées, 75, 80, 90 ans. J'ai même un patient qui est sur Refdex, en fait, première ligne, 92 ans. Il ne voulait pas venir à l'hôpital non plus, donc j'ai pris une certaine pause, mais c'est ça. Enlever le DARA était quand même un peu. Le problème, c'est que, et ça, on en a parlé de ça la semaine passée, on n'a pas de données. Oui, il y a des données d'augmentation de risque d'infection, mais comme le dernier énoncé que vous venez de dire, la présence de la COVID ou pas, c'est basé sur. On n'a pas de science derrière avec des risques de COVID chez les patients sous DARA ou pas. Donc, on commence à avoir plus de données que les patients sous myélomultiple ont plus de. Et logiquement, c'est ça, mais on enlève parce qu'on a peur un peu. Donc, est-ce que dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire pour les patients? J'avais une patiente qui a progressé après une première ligne. J'étais hésitant. Est-ce que je lui commence sous DARA Refdex? Est-ce que je la commence sous Refdex? On a eu une très longue discussion. Je l'ai même présenté au comité des tumeurs du CHUM. Donc, il a finalement décidé de la commencer avec Refdex parce qu'il y avait des antécédents infectieux. Encore une fois, ça, c'est basé sur quoi? Mais sur notre crainte d'infection. On peut passer peut-être à la rechute, effectivement, de Juste avant, Michel, on n'a pas parlé pour le traitement de première ligne, les éligibles à la greffe, lorsqu'on donne la maintenance. La maintenance, le lénidomide comme agent seul, quand on regarde les études, il y a un peu plus, modestement plus d'infections, mais globalement, c'est un immunomodulateur, c'est pas un grand immunosuppresseur, il n'y a pas de stéroïdes. Moi, de mon côté, j'ai continué pour tous les patients, j'ai continué l'énaldomide comme si rien n'était. J'ai pas eu de problématique particulière, j'ai pas un N de 200 ou 300 durant cette période de COVID-là, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que les gens ont fait pour l'entretien. Est-ce que les gens se sont contentés, par exemple, ça faisait 2 ans, on est en période de pandémie, on va faire une pause arbitraire. Qu'est-ce que les gens ont fait? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Déjà, avant de répondre à cette question, est-ce que toi, tu arrêtes à 2 ans, à 3 ans? Dans l'étude Stamina, tu as vu qu'il y a une chute vraiment drastique là, le nombre de rechutes qui augmente vraiment à partir de l'arrêt de Revlimid. La meilleure étude que l'on a de phase 3, c'est l'étude de McCarthy, l'étude CLGB 604. Cette étude-là était ad progression. C'est celle qui donne les meilleurs résultats. Il y a des bénéfices de survie. J'ai de la difficulté à justifier de faire différemment d'une étude qui démontre des bénéfices de survie puis de me calquer à une étude qui ne démontre pas de bénéfice de survie. Donc, je donne l'énaldomide jusqu'à progression. Le update de l'ASCO, il y a 3 semaines, sur l'étude Stamina, il y avait une deuxième portion de l'étude, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas progressé à 3 ans, parce que dans le protocole d'origine, c'était 3 ans d'entretien. Les gens qui n'ont pas progressé, il y a eu un amendement au protocole pour permettre aux patients soit qu'ils arrêtent le Revlimid après 3 ans ou qu'ils le continuent indéfiniment. Il y avait 215 patients qui l'ont continué indéfiniment, 207 qui l'ont arrêté après 3 ans. Puis quand on regarde ce qui se passe, la PFS est très, très différente en faveur des gens qui continuent le traitement. Ce qui fait en sorte que j'ai de la difficulté d'ici à avoir les résultats de l'étude IFM-DFCI 2009, d'avoir des résultats 1 an versus plus à de progression. J'ai de la difficulté à ne pas traiter jusqu'à progression. Mais c'est ce qu'on ne sait pas, c'est si on les rattrape avec le DRD plus tard, en reprenant le R. On ne peut pas rattraper un patient mort. On a des bénéfices de survie avec un traitement d'entretien. J'ai de la difficulté chez un patient qui le tolère bien. J'ai de la difficulté à justifier de ne pas faire ce qu'une étude qui démontre des bénéfices de survie a fait. J'ai une question à ce niveau. C'est les patients qui tolèrent limite et qui ont déjà obtenu une réponse complète biologique et avec une formule sanguine qu'on dit à être baisse à cause du Revlimid, mais une réponse complète dans les marqueurs. Est-ce que pour ces patients, tu garderais les 2 ans ou tu garderais... Oui, on continue jusqu'à la progression avec les bénéfices de survie, mais il y a pas mal de patients qui obtiennent une réponse complète. Quel est l'objectif de l'entretien? D'obtenir des réponses ou de maintenir la réponse? Non, de maintenir la réponse, mais les patients qui ont... À ta question, tu veux maintenir une réponse.
ce que l'on sait avec les données, c'est que quand on arrête l'entretien, on perd notre réponse plus rapidement. Est-ce que ça change pour toutes les études la survie? Non, le design était différent, les doses étaient différentes. Le patron, il y a des études qui étaient 3 semaines sur 4, ainsi de suite. J'ai comme principe de mimer les études qui ont démontré les plus grands bénéfices. Je le donne jusqu'à progression, mais disons que vous ne le donnez pas jusqu'à progression. Allez-vous prématurément cesser ou abroger le traitement d'entretien à cause de la pandémie quand on parle de l'inaldomide en monothérapie? Moi, j'ai gardé ma maintenance pareille, sauf pour mes maintenances de Velcade. Donc, les patients qui étaient sous maintenance de Velcade, pour quelconque raison, je l'ai changé pour de l'ixazomide. Exactement. Mais mon Revlimid, je l'ai gardé pareil. Oui, exactement. Tous les deux, vous faites jusqu'à progression aussi? Progression, oui, absolument. Ben, moi, jusqu'à progression, mais après 2 ans, je me permets de l'arrêter si ça a été difficile, disons que je suis plus sensible aux toxicités après 2 ans. De toute façon, dans les études, il y a un taux d'arrêt très important à partir de 2-3 ans. Beaucoup de patients arrêtent spontanément. Du corps des patients, oui. Le patient, il a fait, admettons, pneumonie aux 6 mois, ben, je le garde aux 2 ans, puis après, malgré les ineffets, s'il continue à faire des pneumonies, j'arrête.